en matière de qualité et de sécurité qui nous permettent d'accompagner les professionnels de santé, les établissements sanitaires ou médico-sociaux. Donc, on engage un certain nombre d'actions en matière d'accompagnement sur ce sujet. C'est pour ça qu'on est avec vous aujourd'hui. Donc, je vous remercie donc au nom de la Direction de la santé publique et de l'ARS pour votre inscription à ce webinaire qui sera animé par notre structure régionale d'appui à la qualité, qui est le RECA, mais je les laisserai se présenter ensuite. L'organisation et le contenu de ce webinaire ont été travaillés par l'ARS en lien avec la DRSM, qui était également avec nous normalement aujourd'hui, et je les en remercie. Ce webinaire, donc comme le disait Juliette Tarnier, qui travaille avec moi sur ces sujets qualité, est prévu sur un créneau de 9h30 à midi. Ont été conviés donc les coordonnateurs et ou les présidents des CPTS qui ont signé leur ACI et celles dont la lettre d'intention a été validée. Donc, vous étiez hier une quinzaine de CPTS inscrites. A priori, il y a eu de nouvelles demandes ce matin, mais les départements de la Côte d'Or, du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et de la Saône-et-Loire sont présents. Donc, le webinaire, comme on vous l'a dit, il sera enregistré et mis à votre disposition et à la disposition de vos collègues qui n'ont pas pu se joindre à nous. Mais en réponse aux demandes qui nous ont été faites au moment des inscriptions, aux demandes des médecins notamment, un second webinaire sera organisé sur une plage horaire qui sera plus adaptée à leur disponibilité sur le mois de juin, donc soit en début de soirée ou sur la pause méridienne. Ils seront interrogés à cet effet pour que ce webinaire soit planifié. Donc, en ce qui concerne notre sujet qui nous réunit aujourd'hui, la mission qualité pertinence des soins, bien qu'elle soit optionnelle dans la CI, elle a été retenue par la majorité des CPTS de notre région. C'est pourquoi ce sujet est d'importance et on souhaitait l'aborder dans le cadre de ce webinaire avec vous. Aborder les notions de qualité et de pertinence, vous en présenter les enjeux et les modalités de leur déclinaison dans vos projets de santé. L'objectif est de partager une culture commune autour de ces deux notions et pour la construction de ces volets qualité-pertinence. La volonté de l'agence et de l'assurance maladie est in fine d'améliorer, d'affiner le contenu des volets qualité des ACI avec une identification claire des objectifs, des cibles et que ces éléments soient en cohérence avec les diagnostics territoriaux que vous avez pu conduire. Au-delà, bien sûr, de la présentation que nous fera le RECA, cette rencontre, cet échange, c'est vraiment, oui, effectivement, c'est vraiment un temps d'échange. Donc, n'hésitez pas à intervenir, à nous faire part de vos expériences et de vos remarques. À l'issue du webinaire, un recueil des besoins sera mis en place. L'objectif est de définir les futures modalités d'accompagnement, de votre accompagnement sur le long terme avec le RECA. Cet accompagnement sera complémentaire aux travaux qui sont portés par la FEMASCO ou Ecolib au regard de ce volet qualité optionnel. Notre objectif à nous, agence, c'est de pouvoir définir un programme de travail en faveur des CPTS et que ce programme de travail soit contractualisé avec le RECA qui, voilà, en tant que structure d'appui, dispose d'un CEPOM avec l'agence et donc à échéance 2024, de pouvoir vous proposer un programme qui alliera à la fois l'animation d'un groupe régional et d'autres modalités d'accompagnement plus individuelles. Et donc, c'est là où on va véritablement vous solliciter pour savoir pour comprendre vos besoins en matière d'accompagnement. Donc, il me reste à vous souhaiter un bon webinaire. Je vais laisser la parole au RECA pour se présenter et nous en dire un petit peu plus sur cette matinée et puis eh bien, vous souhaiter un bon temps d'échange tous ensemble. Merci Madame Herman. Alors pour compléter, donc Emmanuel Seyé, je suis le directeur du RECA Réseau Qualité Bourgogne-Franche-Comté et je suis en compagnie de Laurence Grangeret.
Laurence Grangeret, donc je suis pharmacien et donc chargée de mission au sein du RICA, donc sur des missions d'accompagnement des établissements médico-sociaux et sanitaires dans leur démarche qualité. Alors, pour remettre des éléments complémentaires au contexte évoqué par Madame Herman, en tant que structure régionale d'appui, on a pu être sollicité, nous, par des CPTS sur différents travaux. Laurence a pu travailler sur, à l'époque, le GISA 58, sur la mise en place d'un système d'événements, de déclaration des événements indésirables. Mais on a pu être sollicité aussi directement par certaines CPTS lors de l'élaboration de leur projet de CPTS, avec voilà, des interrogations de notre part sur notre légitimité, sur la réponse aux besoins. Et c'est dans ce cadre qu'il y a eu de premières discussions avec l'agence, dans ces différentes directions pour essayer de comprendre le besoin, un temps d'échange avec l'agence et la Caisse régionale d'assurance maladie pour affiner ces éléments-là, auxquels ont été associés également Ecolib et la FEMASCO. FEMASCO pour laquelle on a une convention de partenariat avec des travaux qui ont par exemple porté sur la mise en place d'enquêtes de satisfaction des usagers des maisons de santé, des enquêtes sur l'observance médicamenteuse ou des travaux sur le patient traceur. Dans les éléments de compréhension du besoin, c'était une des questions, on a provoqué le même échange que l'on a aujourd'hui avec vous, avec les représentants de l'agence et des caisses d'assurance maladie qui sont en charge de l'instruction de vos dossiers. On a eu ce même niveau de discussion, d'échange sur les fondamentaux de la qualité de la gestion des risques et l'identification de la compréhension de besoins. Ce temps, il est vraiment voilà, à votre main sur l'expression de vos besoins. On a besoin d'identifier ces éléments-là pour proposer une offre la plus pertinente. On va commencer par revenir sur les fondamentaux de la qualité. Pour certains, ça pourrait être redondant. Certains d'entre vous ont pu s'inscrire dans le cadre de la formation Pacte qui est portée par la FEMASCO, dans lequel vous abordez quelques éléments de fondamentaux. Voilà, mais il y a vraiment cette volonté d'avoir un langage commun au départ. Et puis, il y aura peut-être aussi d'autres interventions possibles conjointes RECA-FEMASCO envisagées lors d'un webinaire d'une rencontre des coordos portée par la FEMASCO à l'automne. Je vous propose de revenir voilà, sur quelques éléments de langage et de définition pour ceux qui n'ont pas forcément cette connaissance des concepts. Est-ce que vous voyez mon diaporama? Oui. Oui. Ça s'affiche pas, voilà. Alors, sur ces éléments, quelques éléments de définition. La qualité en santé, telle que définie par l'OMS, répond à des éléments qui sont assez anciens, qui ont été définis en 87. Donc, selon l'OMS, la qualité, c'est la capacité à garantir à chaque patient des actes thérapeutiques lui assurant le meilleur résultat en termes de santé, conformément à l'état actuel de la science. Donc, ça renvoie aux recommandations de bonnes pratiques, à la documentation publiée par les sociétés savantes, au meilleur coût pour le meilleur résultat. Donc, on est sur des notions d'efficience, avec un moindre risque iatrogénique, et ce pour sa plus grande satisfaction en termes de procédure, résultat, contact humain. Donc, on retrouve ces éléments-là aussi évoqués dans certains de vos projets, ces éléments de formalisation des parcours de prise en charge, de réflexion sur certains éléments de concertation, élaboration de procédures. Pour certains, vous avez envisagé des mesures de satisfaction des patients accueillis. Et puis, on a aussi cette dimension médico-économique qui peut transparaître. La satisfaction, elle s'intègre, elle peut être mesurée dans un contexte spécifique. On est souvent, alors que ce soit en institution de santé, mais aussi lors des organisations pluriprofessionnelles, on procède souvent par une réflexion d'experts, entre guillemets, pour essayer de déterminer quelle est la bonne pratique. Ça amène comme ça à l'élaboration de procédures, de protocoles, d'organisations partagées. Par contre, on est parfois confronté lorsqu'on a rédigé ces procédures, à des principes de réalité, des manques de moyens, des difficultés en recrutement de professionnels ou en disponibilité,
ou pour le domicile, parfois l'exercice de pratiques de soins qui sont conditionnés par l'environnement dans lequel vous exercez. Donc, on est voilà, souvent dans cet écart entre ce qu'on a voulu, la qualité voulue en équipe, et la qualité qui est réellement délivrée. Là, souvent, ça renvoie à des méthodes d'évaluation de la qualité. On va être dans, par exemple, des audits, où on va identifier les écarts entre ce qu'on avait pensé et puis ce qui a réellement été délivré. En regard de cette réflexion pluriprofessionnelle, on a le patient qui, lui, a ses propres attentes qui peuvent être pas forcément centrées sur le soin, mais sur la disponibilité, sur les horaires d'intervention du personnel, sur l'attente avant rendez-vous en consultation, par exemple. Sa satisfaction, elle va s'exprimer entre ce qu'il attendait et ce qu'il a réellement perçu du soin. Hein, on n'est parfois pas forcément sur une vision objective, mais qui repose sur ses propres attentes. Il y a quelques années, il y a très longtemps, quand j'ai fait mes études d'infirmier, on avait cet exemple-là on avait des ateliers pratiques de réalisation de bandage. Et je me souviens de la formatrice à l'époque qui insistait sur la qualité du bandage, qui parfois peut être l'image que le patient perçoit de sa plaie. Si le bandage est beau, il peut avoir la croyance que la plaie va bien, alors qu'on peut avoir aussi une affection sous-jacente, une inflammation, mais du coup, voilà, la perception peut n'être pas forcément au bon endroit par rapport à la réalisation technique du soin, même s'il respecte les règles de bonne pratique. Donc, on a ces éléments de qualité multidimensionnels, de satisfaction du patient qui s'exprime en regard de ce qu'il a pu percevoir de la qualité dispensée et puis croisée à ses attentes. Et puis, on a une dimension qui est sécurité des patients. La sécurité, toujours selon l'OMS, elle s'exprime dans l'absence pour le patient d'une atteinte inutile ou potentielle associée aux soins. On est dans un processus, on n'est pas sur de l'aléa thérapeutique, hein, on est vraiment sur un événement indésirable au décours de la prise en charge. Donc, cette atteinte, elle peut découler de projets formulés, de mesures prises pendant les soins dispensés, mais elle n'est pas en lien avec un traumatisme ou une maladie sous-jacente, voilà, liée à l'état de santé du patient. Donc, cette démarche de sécurité des patients, elle va avoir plusieurs approches. Hein. C'est détecter les potentiels événements indésirables, les analyser, essayer de prévenir leur survenue, de corriger lorsqu'ils sont existants, mais aussi de minimiser les conséquences pour le patient. Et pour ceci, on va s'appuyer sur une réflexion pluriprofessionnelle des éléments de concertation, de transmission d'événements, d'identification d'actions d'amélioration pour soit prévenir, soit corriger ces potentiels événements indésirables. En termes de gestion des risques, il y a plusieurs méthodes. Alors, l'important, ce n'est pas tellement la méthode, hein, ça c'est notre approche qui est peut-être qualiticienne, mais on a deux courants dans la gestion des risques. On peut conduire des analyses a priori, c'est-à-dire que, par exemple, on va développer une nouvelle activité, on va essayer d'identifier, de se questionner entre pairs sur les risques potentiels et pour prévenir ces risques potentiels, essayer de mettre en place des mesures préventives. Donc, il existe plusieurs méthodes sur l'analyse a priori des risques, principalement des cartographies, ou lorsque vous travaillez sur des processus de prise en charge, essayez d'identifier les potentiels éléments de rupture qui peuvent survenir sur le parcours pour déjà anticiper, mettre en place des actions préventives. Et puis, on a une autre approche a posteriori. On peut être face à des incidents, des dysfonctionnements, des événements indésirables qui surviennent malgré les mesures de prévention qu'on a pu mettre en place. Et là, il est important de se questionner sur les événements indésirables que l'on a pu constater pour les analyser, bien comprendre les causes de survenue sans une recherche de responsabilité. On est vraiment sur cette démarche pédagogique d'apprentissage et d'analyse concertée pour identifier à nouveau des actions de prévention, des actions correctives ou de récupération.
Voilà, on est vraiment dans éviter la reproduction de ces événements indésirables. Donc là encore, il existe plein de méthodes, et l'important n'est pas la méthode, mais surtout la manière dont on va analyser ces événements pour en tirer du retour d'expérience. Donc on a les revues de morbi-mortalité qui sont plus sur des éléments liés à une analyse de la pratique médicale. On a des comités de retour d'expérience qui est une dynamique. On réfléchit à une organisation régulière avec un petit noyau de professionnels qui va passer en revue les différents événements indésirables et qui va dire non grave et qui va décider qu'un professionnel de ce groupe, de ce noyau constitué, va aller analyser plus avant un événement indésirable et à la séance suivante va restituer l'analyse qui en est faite et les actions d'amélioration qui peuvent en découler. Et on a d'autres méthodes, par exemple le REMED, qui est plus spécifique sur la prise en charge médicamenteuse. Donc, il existe comme ça tout un panel d'outils. L'important est d'identifier ce qu'on veut faire et quel est l'outil qui va être le plus adapté pour répondre aux besoins, en fonction des ressources dont on dispose. C'est souvent aussi un des éléments. James Reason, il y a quelques années, a essayé d'identifier les composantes de cette culture sécurité. Alors, le repérage des événements indésirables, le signalement, la déclaration, c'est un des éléments, avec cette remontée d'informations, pour conduire à des analyses d'identification de plans d'amélioration continue de la qualité. Mais ce qui est aussi important, c'est lorsque on a identifié un presque accident, un presque événement qu'on a pu récupérer ou un événement indésirable qu'on a avéré pour lequel on a pu identifier des actions d'amélioration. L'important, c'est de pouvoir partager ces éléments-là avec ses pairs, avec les membres d'une communauté ou d'un collectif de travail, pour que les enseignements qu'on a pu en tirer puissent aussi servir à d'autres. Donc, on rentre sur cette phase retour d'expérience. Pour conduire ces éléments-là, il est important de s'appuyer sur le travail en équipe avec les différentes ressources et compétences multiprofessionnelles, et la CPTS en est la preuve. C'est aussi définir ces éléments de travail en équipe. L'organisation de revues régulières d'événements indésirables, c'est une des démarches, mais vous avez aussi, pour certaines, évoqué d'autres éléments de concertation pluriprofessionnelle, et c'est un des axes possibles dans ce volet optionnel qualité. Tous ces éléments visent à développer et renforcer la culture qualité-sécurité dans un collectif de travail, mais elle s'appuie aussi sur vraiment ce qu'on essaie de tendre à mettre en place, c'est une culture juste. J'évoquais pour tout événement indésirable, on n'est pas dans la recherche d'une culpabilité ou d'une responsabilité, on est vraiment sur cette approche pédagogique et apprenante au service de tous. Lorsqu'on parle de dynamique de la démarche qualité, vous avez pu, pour ceux qui ont suivi la formation Pacte, avoir ces éléments-là, entendre parler du PDCA ou de la route d'Hamming, qui est une démarche conduite de projet qui est en 4 temps. Le plan qui vise à planifier, préparer le travail, définir des objectifs. Le do qui est la mise en œuvre, l'exécution des actions prévues. Le check qui est son évaluation et le contrôle. Et puis le act qui est le réajustement. Et on a une petite cale qui est souvent la gestion documentaire, les procédures qu'on a pu élaborer, les règles de bonne pratique, etc. Et cette roue, cette démarche projet, elle est symbolisée sur une pente ascendante parce qu'on est dans une démarche continue qui vise à améliorer progressivement les pratiques. On est sur des termes qualiticiens, mais quand on a une culture soignante, enfin moi je fais des parallèles aussi avec la démarche raisonnement diagnostique que l'on peut avoir. Souvent dans le plan, on est sur le recueil de données, sur les éléments d'observation, avec lesquels on va, à partir de ces données, poser des objectifs de prévention, de récupération, d'atténuation, par exemple, d'une douleur. Donc, on est dans cette démarche, dans l'étape de le plan. Dans le do, on va être dans la mise en œuvre, l'application de la prescription, par exemple, dentalgique. Le check, on va être dans la réévaluation. On va s'assurer que le traitement qui a été administré a bien été efficace et qu'il n'a pas provoqué d'effets secondaires. Et ensuite, dans le act, on est dans le réajustement de cette
de cette procédure de soins en fonction de l'évolution de l'état de santé. Donc, on est vraiment dans cette dynamique continue déjà en tant que professionnel de santé. Et la démarche qualité, mais on active en fait les mêmes mécanismes. Si on veut essayer d'illustrer ces démarches PDCA Route Deming dans l'organisation du projet de santé de la CPTS, le plan, c'est ce que vous avez fait pour ceux qui ont un projet finalisé. Vous avez réalisé un diagnostic territorial, vous avez analysé les données, excusez-nous pour la faute, recueillies auprès des acteurs du territoire, pour essayer vraiment de s'appuyer sur les besoins et à partir de ces besoins définir les axes prioritaires du projet de santé. Vous avez essayé d'articuler ces besoins et ces objectifs avec les missions telles que définies par cahier des charges et vous avez rédigé un projet avec des fiches actions présentant des objectifs opérationnels, des moyens et des éléments de suivi. Dans la mise en œuvre, pour ceux qui ont déjà leur projet, vous êtes dans cette étape-là, le déploiement de ce projet au niveau du territoire, la mise en œuvre des organisations, des éléments de concertation, d'amélioration des pratiques, etc., autour de la prise en charge. Il est prévu dans ce projet et dans vos fiches des indicateurs qui vont permettre de suivre le déploiement de ce projet et ça relève certainement aussi des éléments de dialogue que vous avez avec l'agence et avec les caisses d'assurance maladie sur le suivi de la mise en œuvre du projet. Et c'est souvent l'occasion, pour ceux qui ont déjà un historique, de réinterroger la pertinence des actions, leur faisabilité et de les réajuster en fonction de résultats de ces indicateurs que vous avez pu identifier. Voilà, l'objectif étant de poursuivre dans cette démarche d'amélioration continue de la qualité. Pour ce qui est de la mission optionnelle développement de la qualité, de la sécurité, de la pertinence des soins, Laurence, je te laisse reprendre la parole. Oui, pas de souci. Merci. Je vais reprendre la parole. Donc, après cette présentation un peu générale sur cette démarche qualité et sur les différents fondamentaux de cette démarche, je vais vous présenter un petit peu de façon plus concrète comment cette mission optionnelle que vous avez sur les CPTS dans vos ACI peut être mise en œuvre. Avec déjà un premier rappel effectivement sur cet arrêté donc, du 21 août 2019 qui portait donc qui a permis d'approuver l'accord conventionnel interprofessionnel en faveur du développement de l'exercice coordonné et du déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé, signé donc, le 20 juin 2019, qui vous donnait un certain nombre de missions, des missions socles, au nombre de 3 ou 4, et donc ces missions optionnelles, et dont notamment une mission optionnelle en faveur du développement de la qualité et de la pertinence des soins, et qui, comme le rappelait Madame Hermand en préambule, est une mission qui est dans la majorité des cas, choisi au niveau donc, de vos CPTS. Un petit rappel, tu peux passer Manu, un petit rappel donc, sur ce décret, sur réglementairement parlant, ce qu'on vous demande un petit peu au niveau de ces missions optionnelles qualité, une définition hein, de cette mission. Pour cette mission est définie comme étant un développement de démarche qualité dans une dimension pluriprofessionnelle, donc pour améliorer la qualité et l'efficience de la prise en charge du patient. Donc on est effectivement sur une qualité des soins, mais également une efficience, donc le bon soin au bon moment au bon patient. Donc dans cette mission de développement de la démarche qualité, ça peut couvrir donc des démarches au sein de groupes d'analyse des pratiques pluriprofessionnelles. Donc, effectivement, lorsque vous allez réaliser des groupes d'analyse sur une prise en charge d'un patient, vous allez optimiser l'utilisation des soins qui sera fait par rapport à ce patient et on va donc avoir une prise en charge qui sera plus qualitative et beaucoup plus efficiente. Donc, des démarches de groupes d'analyse de pratiques pluriprofessionnelles qui vont permettre d'organiser des concertations autour de cas patients, notamment des cas complexes, parcours complexes, et vous avez également tout ce qui est retour d'expérience qui vont vous permettre de formuler des pistes d'amélioration dans le cadre de ces prises en charge ou d'une harmonisation des pratiques, toujours donc dans cette dimension pluriprofessionnelle. Dans le cadre de cette mission, les thèmes de ces échanges, c'est effectivement à définir au sein de chaque communauté, au sein de chaque CPTS,
qui vont être définis au regard du diagnostic territorial que vous aurez pu faire en amont de lorsque vous allez écrire votre projet de soins, votre projet de CPTS. Donc, des besoins qui vont être identifiés au regard de ce diagnostic, donc soit des échanges autour de pathologies ou de situations médicales particulières, on peut être sur des plaies chroniques complexes, la prise en charge de la personne âgée, l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, les affections respiratoires de l'enfant et des thématiques autour de l'observance médicamenteuse de la iatrogénie. C'est des thématiques qui vont se donner, bien sûr, à titre d'exemple, de ce que vous peut effectivement mettre en place ou les sujets sur lesquels vous pouvez travailler. Mais encore une fois, ces thématiques seront à définir au regard du diagnostic territorial que vous aurez fait, et donc en fait en regard du besoin de la population que la CPTS va couvrir. Enfin, on précise que l'organisation de ces échanges doit rester souple et adaptée aux situations des territoires. Effectivement, il faut que vous puissiez avoir des réunions d'analyse pluripro, des temps de réflexion qui soient sur des temps où les professionnels de santé peuvent être disponibles. Donc, on vous laisse, les textes vous laissent toute latitude sur l'organisation de ces échanges et de ces temps de réflexion. On ne vous demande pas non plus de la rédaction un cahier des charges particulier, comme ça a pu être le cas pour des groupes qualité médecins ou autres tels qu'on a pu connaître. Donc, cette mission, c'est du développement de qualité à travers des échanges pluriprofessionnels sur des thématiques que vous aurez définies à partir du diagnostic territorial que vous aurez fait et sur un formalisme que vous définirez vous-même et qui n'est pas du tout imposé par les textes. Un petit rappel donc, sur la qualité des soins, mais donc, Emmanuel vous l'a on a déjà bien parlé. Donc, la qualité des soins définie comme une capacité à répondre aux besoins implicites et explicites des patients. N'oubliez pas ce versant explicite, selon les connaissances professionnelles du moment et en fonction des ressources disponibles. Donc, on ne vous demande pas de faire des choses au-delà de ce que vous pouvez faire, mais par contre, on est bien sur une réponse au diagnostic réalisé qui exprime les besoins de la population, en référence aux connaissances professionnelles à l'instant T, donc tout ce qui est référence aux bonnes pratiques et autres process de prise en charge des patients. Donc, le soin, qualité des soins, premier volet. Et donc, je vous ai dit, dans cette mission, on a le volet efficience. Donc, on parle de soins pertinents, qui est un soin juste, que ce soit sur un acte, une prescription ou une prestation, qui va être réalisé donc, au bon moment, au bon patient, bien sûr, compte tenu des connaissances scientifiques actuelles. Donc, toutes les démarches d'échange sur des pratiques, de concertation autour de cas patients, comme on vous l'a dit tout à l'heure, de retour d'expérience, vont rentrer dans cette dimension, dans cette mission de développement de la qualité et de la pertinence des soins. Diapo suivante. Alors, comment vous allez pouvoir écrire votre projet ? Ce projet, il faut que vous ayez, comme on vous a présenté la route d'Hemming, vous allez pouvoir vous appuyer sur ces 4 étapes de la route d'Hemming pour écrire votre projet et surtout mettre en œuvre ce projet. Donc, vous êtes bien dans une démarche de projet avec donc la première étape, c'est le diagnostic territorial où vous allez identifier sur le territoire d'intervention de la CPTS, les problématiques de santé de la population qui est couverte par la CPTS, mais surtout un diagnostic également sur vos ressources disponibles. Je ne vais pas m'engager à répondre à un besoin de la population si en face, je n'ai pas les professionnels qui pourront réaliser cette mission. Donc, un diagnostic, n'oubliez pas donc, dans ce diagnostic l'aspect besoin du territoire, besoin des populations, mais en face, quelles ressources je vais avoir, quelles ressources je vais pouvoir mettre en place. Une fois que ce diagnostic est réalisé, vous allez pouvoir définir ce qu'on appelle les objectifs stratégiques, c'est-à-dire j'ai des besoins, j'ai des ressources, voilà les objectifs, voilà les éléments ou les axes d'amélioration sur lesquels je vais pouvoir travailler. Donc, vous allez définir des niveaux d'amélioration de la santé de la population à l'échelle de votre territoire. Et il faut bien que les objectifs de travail ou d'axes d'amélioration qui seront mis en place, qui seront décidés au niveau de la CPTS, correspondent aux besoins de la population et aux ressources disponibles. J'insiste parce que souvent, la définition de ces objectifs, c'est la clé de voûte
pour aller plus loin ensuite sur votre mission. Si ces objectifs ne sont pas en phase avec les besoins de la population, vous ne remplirez pas cette mission d'amélioration de la qualité de la prise en charge de la population ou de réponse aux besoins. Et si vos objectifs sont trop ambitieux et que vous n'avez pas les ressources disponibles, vous n'arriverez pas à aller au bout de votre projet, vous n'arriverez pas à mener à bien votre projet. Donc, cette définition des objectifs, elle est assez importante et elle est surtout, on dit qu'un objectif, en qualité, on dit qu'un objectif, il doit être SMART, c'est-à-dire qu'il doit être mesurable, il doit être accessible, il doit être réaliste et il doit être temporel, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez aussi une deadline. À un moment donné, votre objectif, il doit être réalisé, on va se donner 6 mois, 1 an, 2 ans, mais à un moment donné, il faut qu'on mette une deadline, sinon votre objectif, s'il n'a pas de deadline, vous aurez beaucoup de mal à le mener à terme. À partir du moment où vous allez avoir défini cet objectif stratégique, vous allez le décliner en action. C'est ce qu'on appelle le plan d'action. Pour arriver à mettre en place, je vais prendre un exemple, puisqu'on l'a travaillé notamment avec la CPTS, le GISA 58, on avait beaucoup travaillé avec eux. Leur objectif était de mettre en place un circuit d'analyse des événements indésirables pour définir à partir de ces analyses des axes d'amélioration qui seraient mis en place à la suite. Pour réaliser cette mise en place du circuit, il ne faut pas simplement écrire une feuille d'événements indésirables, une fiche type ou une trame d'événements indésirables et la donner aux professionnels. Il faut effectivement élaborer cette fiche, mais dans les différentes actions qui ont jalonné la mise en place de ce projet, on avait déjà au départ une sensibilisation des professionnels à ce que c'est qu'un événement indésirable et l'intérêt de la déclaration et l'intérêt de l'analyse, donc sensibilisation, formation. On a ensuite travaillé sur des documents types, des trames, des feuilles d'événements indésirables, et puis ensuite on a récolté donc, ces événements, donc créé un comité ou un groupe d'analyse de ces événements indésirables. Et enfin, ce groupe qui était nommé pour réaliser la collecte de ces événements et l'analyse ont été formés à l'analyse et à la création du plan d'action. Donc, vous voyez qu'il faut vraiment jalonner votre objectif avec des étapes. On y va step by step. Et quand l'action est réalisée, on peut passer à la deuxième. On va bien dans un ordre défini. Certaines actions peuvent être temporellement sur les mêmes durées, sur le même temps, mais il y a un certain nombre d'actions qui vont jalonner votre projet et qui vont permettre d'atteindre l'objectif. Et puis, la dernière étape, ce sera donc on est sur le PDCA, on est donc sur le A de la route des mines, en termes d'amélioration. Est-ce qu'effectivement mon objectif a permis d'améliorer la qualité de la prise en charge de mes patients ou est-ce que ça a permis de répondre aux besoins qui étaient exprimés à travers le diagnostic? Et c'est la partie d'évaluation et de suivi du plan d'action. Où est-ce que j'en suis dans mon plan d'action? Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Est-ce que j'ai été efficient, efficace? Est-ce que mon objectif a permis de répondre? Si c'est le cas, c'est une pratique qui pourrait être à ce moment-là entérinée au sein du fonctionnement de la CPTS et des professionnels qui travaillent au sein de cette CPTS. Ça peut être un parcours de soins qui est défini pour un patient. On se rend compte finalement qu'après avoir mis en place ce nouveau parcours, on est plus efficient et bien, du coup, on définit de façon définitive, on le formalise, le fait que c'est ce parcours, c'est de cette façon qu'on prendra en charge donc, le patient. Donc, la partie évaluation et suivi qui est aussi importante puisque si ce n'est pas le cas ou si vous n'atteignez pas votre objectif malgré la mise en place du plan d'action, à ce moment-là, il faudra se reposer la question de réévaluer son objectif, de le reposer différemment, soit en termes d'objectifs, soit en termes de plan d'action, pour pouvoir arriver à satisfaire les besoins exprimés donc, par la population. Donc, sur la définition des objectifs, je vous remets un petit point sur un petit focus, une petite lumière. Donc, quand vous avez réalisé votre diagnostic territorial des besoins des populations couvertes par la CPTS, donc je vous l'ai dit, vous allez devoir définir des objectifs pour répondre aux attentes de la population et ainsi structurer votre offre de ville au regard des besoins. Et on va définir donc, des objectifs généraux, au regard donc, du résultat du diagnostic et en cohérence avec le projet régional de santé. C'est un élément effectivement que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais ces objectifs, ils doivent effectivement répondre aux besoins exprimés au niveau de la population à travers votre diagnostic, mais il faut aussi que ça soit des besoins, que vos objectifs soient en phase avec le projet régional de santé.
Et puis, de ce diagnostic, vous allez avoir plusieurs objectifs qui vont apparaître, hein, parce qu'il va y avoir plusieurs thématiques qui peuvent émerger, plusieurs besoins qui peuvent émerger. Et votre travail sera d'abord de prioriser, au regard de ces différents objectifs, de prioriser les objectifs sur lesquels vous voulez travailler en priorité, les premiers, et qui pourront ensuite donc, se traduire en mission. Donc, sur la mission qualité, ou peut-être des fois, vous allez vous rendre compte que ces objectifs, c'est plutôt de la mission 1 sur l'offre de soins ou de la mission 2 sur la prévention. Et de ces missions, donc, encore une fois, vous allez décliner des activités. Alors, c'est ce qu'on appelle donc, des objectifs. Donc, vous pouvez passer, pas de souci. Donc, des objectifs généraux, on va passer sur des objectifs stratégiques. Donc, on a ce qu'on appelle l'arbre d'objectifs. Alors, ce n'est pas quelque chose forcément à mettre en œuvre au sein de vos CPTS, hein, c'est vraiment très qualité. C'est juste pour vous aider à bien vous comprendre le cheminement que vous aurez à faire à les différents niveaux pour vous permettre de définir ces objectifs et derrière donc, vos plans d'action. Donc, on a un objectif général qui peut être, par exemple, de mieux organiser le parcours des maladies chroniques sur le territoire. Dans votre objectif spécifique, vous allez aller sur un parcours, vous allez définir un parcours. Quel parcours je vais travailler? Parce que là, on est vraiment sur le niveau macro, on est sur du général. On veut améliorer le parcours des patients chroniques, mais on va décliner sur un objectif plus spécifique qui est le patient diabétique. Donc là, on redescend d'un niveau et ensuite, on va avoir des objectifs opérationnels qui vont se traduire en action. Pour améliorer le parcours de mes patients diabétiques, comment je vais pouvoir décliner cet objectif-là en plusieurs actions. Donc, l'action 1, ce sera peut-être de faire un état des bonnes pratiques qu'il existe en termes de prise en charge des patients diabétiques. L'action 2, c'est peut-être d'élaborer un processus, un parcours, une procédure. L'action 3, ce sera peut-être de tester, de voir si effectivement les professionnels adhèrent à ce parcours nouvellement défini et si on n'a pas oublié des éléments, etc., etc. Diapo suivant. Donc, je vous le reviens, j'insiste beaucoup parce qu'en fait, la problématique qu'on peut retrouver généralement sur les projets que vous avez présentés, c'est en termes d'objectifs qui ne sont pas forcément déclinés et derrière, effectivement, des actions qui ne seront pas ou en lien avec l'objectif territorial que vous avez défini ou en lien avec les objectifs généraux. Donc, l'objectif général choisi à partir du travail collectif autour du diagnostic. Donc, on va, comme on vous l'a dit, l'amélioration du parcours dans telle ou telle pathologie ou par rapport à une population aussi. Hein, c'est pas forcément que… Et ça peut être autre chose, hein, c'est juste à titre d'exemple. L'objectif spécifique qui va donner un cap à court et à moyen terme, c'est on redescend d'un niveau macro à un niveau micro, et c'est lui qui va donner le sens de l'action. Souvent, dans vos projets, vous êtes un peu trop général. On va améliorer la prise en charge des patients. Quel type de patient, quelle pathologie, quel parcours, sur quoi vous allez travailler. Et encore une fois, voilà, l'objectif opérationnel qui, lui, va aller jusqu'au niveau micro de l'action et des tâches à mener pour que cet objectif spécifique puisse arriver à terme. Voilà. Alors, pour avoir quelque chose, pour pouvoir mener à bien votre projet, pour pouvoir avoir une action qui soit vraiment opérationnelle, je dirais, qui vous permette d'atteindre ces objectifs, vous devriez la construire sur ce modèle-là. Alors, c'est un modèle… ce n'est pas un modèle à adapter ou à adopter dans l'écriture de vos projets. Par contre, c'est vrai que si vous pouvez faire l'effort de rédaction avec ces différents libellés tels que je vous les présente, votre travail sur l'action sera quasiment réalisé à 90%. Il faut d'abord que vous définissiez bien votre problématique. Donc ça, c'est le diagnostic territorial que vous allez faire, qui définit le besoin de la population et qui va permettre de définir cette problématique. Dans un deuxième temps, on va avoir les objectifs. Donc, comme je vous ai présenté tout à l'heure, l'objectif général, amélioration, travail sur la qualité de la prise en charge des patients chroniques. Objectif spécifique, on travaille sur un parcours diabète et objectif stratégique avec les plans d'action. Donc, en dessous l'objectif, le plan d'action. Donc, la liste des actions que vous allez devoir réaliser ou mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Pour rappel, une action, elle nécessite forcément un pilote, parce que sinon, tout le monde en a la charge, mais personne n'en a la charge. Donc, dans une action, on aura toujours un pilote et un calendrier. Si votre action, elle n'a pas de durée dans le temps, là aussi, vous risquez d'avoir des actions qui vont durer pendant des années, qui n'aboutiront jamais. Moi, je prends toujours l'exemple des enfants.
Ou quand vous leur dites d'aller ranger leur chambre et que vous revenez une heure après, ils ne l'ont pas fait, vous leur dites bah, pourquoi tu n'as pas rangé ta chambre, bah, tu m'as bien dit de ranger ma chambre, mais tu ne m'as pas dit que je devais le faire pour ce soir. Donc, il faut vraiment que vous ayez un pilote, une personne qui soit responsable et une deadline. Donc ensuite, les acteurs et les partenaires, ça y est, le pilote, effectivement, mais il ne travaille pas tout seul. Donc, quelles sont les personnes qui vont pouvoir intervenir au niveau de l'action, soit en interne au niveau de la CPTS, soit en externe en termes de partenariat. Et c'est peut-être là que le RECA pourra prendre sa place pour vous aider dans la réalisation de vos actions, en vous apportant des outils, en vous apportant de la méthodologie, en vous apportant une expertise. Le pilote, je vous l'ai dit, la planification, je vous en ai parlé, et puis donc après, des indicateurs. Ces indicateurs, ils sont indispensables si vous voulez évaluer l'efficience de l'action que vous avez mis en place par rapport à l'objectif que vous aviez défini. Ce sont des indicateurs qualitatifs, mais ça peut être dans certains cas des indicateurs quantitatifs. Qualitatifs, si vous voulez, si vous êtes par exemple sur une mission de mise en place d'un circuit de gestion des événements indésirables, un indicateur quantitatif tout simple que vous pourrez mettre en place, c'est le nombre d'événements indésirables qui auront été déclarés, le nombre d'analyses que vous allez réaliser. Si par contre vous êtes sur un objectif d'amélioration de la prise en charge des patients de pathologies chroniques, on peut avoir un indicateur quantitatif du nombre de patients qui ont été sur lesquels qui auront pu bénéficier du parcours. Par contre, vous aurez plutôt des indicateurs qualitatifs en termes de consommation de soins, en termes de qualité de prise en charge, sur des résultats thérapeutiques ou biologiques ou autres qui permettront effectivement de s'assurer que notre parcours permet une meilleure prise en charge. Et puis, dernière chose à ne pas oublier, c'est les moyens. Parce que dans certains cas, vous aurez besoin de moyens, que ce soit des moyens financiers, matériels, notamment au niveau informatique, ou des moyens humains, peut-être, de ressources supplémentaires. Diapo suivante. Alors, sur des méthodes d'évaluation, je vais vous présenter quelques types de méthodes d'évaluation et puis des exemples d'actions et des exemples d'indicateurs. Alors, sur les méthodes d'évaluation, on va définir un peu la méthode d'évaluation selon l'approche que vous allez avoir. Si vous avez une approche par comparaison entre ce qui se fait dans la pratique et puis ce que nous disent les bonnes pratiques, et puis s'assurer que ce qui est fait dans la pratique correspond bien à ce qui est donné au niveau des références bibliographiques, on va appeler, donc ça c'est une approche par comparaison. Et donc sur des méthodes d'évaluation, on va plutôt être sur des audits cliniques, des revues de pertinence, des revues de dossiers, ou ce qu'on appelle aussi nous des enquêtes de pratique, c'est-à-dire des évaluations des pratiques professionnelles. Vous allez rencontrer un professionnel et vous allez lui demander comment il réalise la prise en charge, par exemple, d'un patient diabétique. Il va vous expliquer les différents éléments cliniques et biologiques qu'il met en œuvre. Et à ce moment-là, vous pourrez voir si ça correspond à ce qui est prévu à ce qui est préconisé au niveau des bonnes pratiques. Donc, on est plutôt sur des méthodes d'audit. Si on est plutôt sur une approche parcours, ce qu'on appelle nous une approche processus, si vous voulez, dans le cadre d'une amélioration d'un processus ou de la prise en charge d'un patient ou dans une maîtrise de risque liée à sa prise en charge, ça fait appel à tout ce qui est gestion des événements indésirables, par exemple. Là, on va plutôt être sur de l'analyse de processus. Alors, le chemin clinique, c'est un grand mot, mais on commence à les mettre en place en sanitaire, mais c'est encore balbutiant. Mais on va plutôt être sur des méthodes du patient traceur ou des analyses de risque type AMD, mais surtout le patient traceur. Je vous présenterai la méthode tout à l'heure. C'est une méthode qu'on a expérimentée dans une ou deux maisons de santé il y a quelques temps. C'est des méthodes qui sont faciles, qui peuvent être mises en œuvre au sein de vos structures et qui apportent beaucoup de renseignements, beaucoup d'enseignements. Si vous faites une approche par problématique, c'est-à-dire si vous traitez un dysfonctionnement, une rupture de parcours, des événements indésirables qui ont lieu avec vos patients, ou voilà, plutôt des ruptures de parcours, je pense que c'est ce que vous aurez. Donc, l'analyse de l'événement indésirable de façon plus générale. Donc là, on est plutôt sur tout ce qui est méthode d'analyse, que ce soit des méthodes de CREX, les méthodes REMED, qui sont des revues revues des erreurs médicamenteuses, ou encore les RMM, qui vous concerneront beaucoup moins puisque ce sont des revues de mortalité. Donc, au niveau des CPTS, vous pouvez être sur des analyses type alarme ou sur ce qu'on appelle la REMED, c'est-à-dire des analyses des erreurs médicamenteuses qu'il aurait pu y avoir. Et puis enfin, donc, les approches par indicateur. Si vous voulez, sur un indicateur, donc là on est plutôt sur des éléments plutôt quantitatifs, avec une surveillance d'un phénomène
sur des ruptures de parcours, par exemple, ou sur un nombre d'hospitalisations post-mise en place d'un traitement, ou sur des choses de ce type-là. Donc là, on est sur de l'indicateur avec un suivi d'un indicateur quantitatif ou qualitatif, et qui va, à partir de l'évolution de l'indicateur, nous amener des alertes, et donc à ce moment-là, mettre en place des analyses de la modification ou de l'érosion de l'indicateur et d'une recherche des causes pour pouvoir mettre en place un plan d'action. Je ne vous parlerai pas de l'approche par recherche évaluative parce que ça vous concerne quand même beaucoup moins. On est plutôt sur des éléments de recherche clinique. Est-ce qu'il faut… Alors, autre élément, c'est qu'il faut voir, avant de passer aux exemples, c'est que vous pouvez avoir, c'est peut-être la difficulté que vous aurez, c'est une complémentarité entre la mission que vous allez mettre, entre les différentes missions que vous allez réaliser ou mettre en place au niveau de vos CPTS. Vous avez une mission principale où vous allez, par exemple, faire le choix d'une organisation d'un parcours pluriprofessionnel autour d'un patient. Donc, par exemple, une organisation coordonnée sur une pathologie chronique, comme on le disait tout à l'heure, sur un processus de prise en charge des patients diabétiques, un processus de prise en charge sur de l'hypertension, etc. Et en fait, cette mission principale, elle peut trouver sa complémentarité. Donc, la mission qualité n'est pas forcément quelque chose en plus de vos missions socles, mais ça peut être une mission qui vient en complément de vos missions socles pour évaluer la qualité de ce que vous allez faire et de la pertinence du soin que vous allez ensuite proposer à partir des éléments que vous aurez définis dans vos missions socles, notamment en termes de parcours. Si vous décidez, par exemple, si vous travaillez par exemple sur l'amélioration d'un parcours de prise en charge d'un patient diabétique, votre mission complémentaire en termes de qualité, ça peut être un patient traceur, puisque cette méthode du patient traceur va vous permettre d'évaluer le parcours, la qualité du parcours et de l'efficience de la prise en charge de votre patient tout au long de sa prise en charge. Donc, on est bien sur une mission complémentaire. On n'est pas dans la qualité sur la définition du parcours. Donc, la définition du parcours, elle fera partie d'une mission socle, qui est la mission 1 ou mission 2, peu importe, mais ça fait partie d'une mission socle. Je modifie, j'améliore la prise en charge et le parcours de mon patient sur une prise en charge, par exemple, d'un patient diabétique. Et je regarde à travers cette mission qualité si ce que j'ai mis en place est qualitatif, pertinent et efficient à travers des méthodes qualité. Donc, c'est important que vous puissiez avoir aussi cette vision-là, c'est que la mission qualité, souvent on nous dit c'est encore un plus et on n'a déjà pas le temps de faire nos missions socles et comment on va pouvoir faire encore des missions optionnelles. Ce n'est pas du plus, ça peut être construit comme complémentaire. Diapo suivante. Donc, sur la méthode du patient traceur, je vous le disais, on l'a mis en place donc, à titre expérimental dans 2 maisons de santé. C'est un suivi. La méthode permet de suivre un patient sur la globalité de son parcours. Et donc, avec son regard, donc on va rencontrer le patient et ce regard patient est ensuite mis en miroir avec les professionnels pour mettre en évidence les points de dysfonctionnement entre la perception du patient, de ce qu'il a reçu en termes de soins et de prise en charge, et la perception de l'équipe en termes de ce qu'ils ont pu réaliser en soins et en prise en charge. Donc là, la première étape dans ce patient traceur, c'est de choisir effectivement le parcours de soins. Donc, est-ce qu'on suit un patient qui a été pris en charge, on le disait tout à l'heure, pour un problème de diabète, ou est-ce qu'on suit un parcours complexe? Un patient qui vous arrive, qui sort d'hospitalisation, qui revient à domicile avec de l'HAD. Un patient qui sort d'hospitalisation, qui revient à domicile et que finalement, il faut aller ensuite mettre en structure d'hébergement parce qu'il n'a plus cette capacité à rester chez lui. Voilà. Donc, ça dépend. Enfin, définissez le parcours sur lequel vous souhaitez travailler. Alors, encore une fois, hein, ça peut être en complément des missions socles que vous aurez et des choix et des objectifs que vous aurez fixés sur les éléments sur lesquels vous voulez travailler. Vous aurez ensuite un binôme, donc choisir un binôme d'animateurs, donc c'est des professionnels de santé, de préférence qui soient formés effectivement à la méthode, et puis surtout des professionnels de santé qui ne sont pas dans la structure. Alors dans l'idéal, hein, je sais que c'est compliqué, mais la difficulté lorsque vous êtes partie prenante du parcours du patient, c'est que vous allez avoir du mal de vous mettre en position d'auditeur pour avoir toute la neutralité ou l'impartialité de l'appréciation qui est nécessaire. Ensuite, on fait une recherche bibliographique sur tout ce qui est protocole, bonne pratique, pour s'assurer
de ce qu'il faut, de la pertinence et de la qualité de la prise en charge sur ce parcours, pour pouvoir aussi établir des grilles qui nous permettront, en tant qu'auditeur, de s'assurer que la prise en charge du patient et le parcours de ce patient correspond aux bonnes pratiques. Le patient traceur, donc le choix du patient. Vous avez peut-être du profil du patient, vous avez plusieurs patients qui correspondent peut-être au profil que vous avez choisi d'étudier. Donc, on va choisir le patient en fonction de sa disponibilité, de son accord, surtout de participer à l'exercice. On prépare les grilles et puis donc ensuite, on recueille le point de vue du patient et ensuite, on recueille donc ce recueil de patients est mis en miroir, comme je vous le disais, donc avec les professionnels pour voir avec eux où sont les points de dysfonctionnement ou d'écart entre la perception du patient et entre ce que l'équipe a pu mettre en œuvre dans la prise en charge de ce patient. Alors, c'est des méthodes que, voilà, nous, on est en tant que structure régionale d'appui, c'est des méthodes effectivement qu'on appréhende facilement puisqu'on les réalise régulièrement. C'est des outils qui pourraient être construits conjointement avec les CPTS qui souhaitent s'engager dans ces méthodes d'évaluation. On l'a fait, encore une fois, avec les maisons de santé et sur lequel, effectivement, le RECA peut vous apporter un appui non négligeable, tant dans la réalisation des patients traceurs que dans la construction de vos grilles ou dans l'appui à vous approprier cette méthode pour des CPTS qui souhaiteraient la mettre en œuvre. Diapo suivant. Je me permets juste d'ajouter, Oui. parce que vraiment, on est sur une analyse du parcours et de l'organisation, avec cette confrontation des deux points de vue, celui du patient et celui des professionnels. On n'est pas voilà, sur les décisions diagnostiques et thérapeutiques. Ce qui est intéressant, on a pu le développer en sanitaire, en médico-social et aussi auprès de maisons de santé, comme l'évoquait Laurence, c'est que c'est un outil qui est très simple d'appropriation par les professionnels, parce qu'on est ancré sur la pratique réelle, avec des vrais échanges. Et puis, c'est aussi un outil, parce qu'on parle des écarts, mais c'est aussi un outil de valorisation, parce qu'il y a plein de choses qui vont bien, qui sont exprimées par le patient, mais aussi par les professionnels. Donc, c'est aussi intéressant de mettre en avant les réussites. Alors, vous avez d'autres approches méthodologiques qui sont proposées par la HAS, avec notamment donc, tout ce qui est réunion de concertation pluridisciplinaire, les staffs d'équipes médico-soignantes, groupes d'analyse de pratique. Vous avez des éléments également sur des exercices coordonnés, protocoles d'une équipe pluripro en soins ambulatoires. Et puis, vous avez également des approches méthodologiques dans le cadre de leur programme Travail en équipe pluripro sur la gestion des risques et des revues de mortalité, de morbimortalité. On vous a mis les liens, pardon, vous aurez accès à ces éléments-là. Nous, on pense que ça peut être des outils structurants pour vous. Vous l'avez compris, on a pu constater dans certains projets, dans certains volets qualité, que l'objectif, c'était de mettre en place une méthode qualité. Pour nous, la méthode, c'est pas la méthode qui est intéressante. La méthode, elle est choisie au service d'un objectif. Il y a certaines méthodes vraiment qui sont structurées spécifiquement pour l'activité en ville, par la Haute Autorité de Santé. Ça a double intérêt. Consulter ces fiches, ça peut être structurant pour vos démarches, vous donner des étapes clés, mais c'est aussi une opportunité de réfléchir sur d'autres exigences externes pour les professionnels de santé. À un moment, vous avez certainement entendu parler du DPC, du développement professionnel continu, qui était obligatoire, qui était plus ou moins suivi par les différents ordres professionnels, mais on a aussi maintenant cette obligation de certification périodique des professionnels de santé qui émerge, et mobiliser des méthodes validées par la Haute Autorité de Santé, ça peut être un élément pour répondre à ces exigences externes. En plus du projet de CPTS, l'intérêt est de faire d'une pierre plusieurs coups. Donc, on vous a mis, c'est des exemples de choses, d'actions ou d'objectifs ou d'améliorations qui pourraient être mises en place ou travaillées dans le cadre de cette mission optionnelle au niveau de la qualité. Donc, on en a déjà parlé sur des EPP, par exemple, des évaluations de pratiques professionnelles, des réunions d'analyse de pratiques, de prise en charge de patients, diabétiques, hypertendus. Encore une fois, c'est vraiment sur ces actions, ces axes de travail, ça peut être complémentaire d'une mission socle de travail sur un parcours.
On peut être aussi sur des analyses de dysfonctionnement de rupture de parcours, notamment avec le travail sur des plaintes et réclamations, des résultats d'enquête de satisfaction, les patients traceurs, les EPP, le recueil d'événements indésirables, avec des propositions de solutions pour améliorer les interfaces ou encore une fois sur des prises en charge. Donc là aussi, ça peut venir en complément d'un travail qui serait réalisé sur une amélioration des interfaces ville-hôpital ou ville sur les autres structures, voir un petit peu à partir d'une analyse des dysfonctionnements ou des événements indésirables que vous avez pu avoir, mettre en place des choses qui vont permettre de favoriser ce lien ville-hôpital. Donc, on va décider dans une mission socle de travailler sur un lien ville-hôpital, et puis pour voir un petit peu comment on peut travailler, comment on peut l'aborder, et puis surtout si on est efficient, encore une fois, eh ben, on va faire des analyses d'événements indésirables, on va faire des retours d'enquête, etc. La diffusion de bonnes pratiques sur une prise en charge particulière, là aussi ça viendra complémentaire d'un travail que vous allez faire sur si vous avez par exemple beaucoup de patients âgés dans votre structure, vous voulez améliorer la prise en charge de vos patients âgés d'un point de vue thérapeutique ou d'un point de vue accompagnement, et ben, la mission qualité, ça va effectivement de dire ben, on va aller rechercher ces éléments réglementaires, on va écrire un processus ou une procédure de prise en charge de ces patients, et puis derrière, eh bien, ça va permettre de travailler sur ce parcours ou cette prise en charge. Ça peut être le déploiement d'un système d'information partagée ou de créer du lien entre des acteurs. Ça peut être aussi des constructions de tableaux de bord sur les suivis de consommation de soins. Combien de fois mon patient il a dû aller en consultation en urgence, combien d'hospitalisations il y a eu post une intervention en ambulatoire, etc., etc. Et puis tout ce qui est action autour de la conciliation médicamenteuse qui est fortement promue donc, par la HAS. Voilà. Ce sont juste des exemples des actions que vous pouvez mettre en place, soit attachées encore une fois donc à une mission socle, soit indépendamment d'une mission socle, notamment sur tout ce qui est conciliation médicamenteuse, iatrogénie, etc., ou observance. En termes d'indicateurs, bah, ça va un peu dépendre des actions que vous aurez choisies, mais je vous ai dit que ça pouvait être c'est souvent de l'indicateur quantitatif, avec notamment un nombre de parcours analysés, un nombre de bonnes pratiques qui a été diffusé, des tableaux de bord de suivi. On peut être aussi sur du qualitatif, avec des annuaires ou des bases de données qui seront diffusées, créées, diffusées. Sur des bilans d'événements indésirables, bilans statistiques, mais également à des bilans qualitatifs, un nombre de CREX, un nombre de PP, des analyses, des nombres de professionnels de santé qui participent au groupe d'analyse, vos plans d'action tels qu'ils ont été réalisés, le nombre d'actions que vous avez pu mettre en place, les plans d'action que vous avez réalisés, le nombre de patients traceurs ou des enquêtes de satisfaction qui ont pu être réalisées. Les enquêtes de satisfaction, méfiez-vous, hein, c'est un outil qu'on utilise énormément, enfin qui est fortement utilisé ou qui est souvent utilisé en première intention lorsqu'on veut faire une démarche qualité. Ces enquêtes de satisfaction n'auront de valeur que si elles s'attachent à un objectif réel et de définition de ce que l'on souhaite améliorer, de ce qu'on souhaite sur quoi on veut travailler, toujours encore une fois, encore en fonction du diagnostic territorial que vous avez fait. Si vous faites une enquête de satisfaction, mais que derrière, il n'y a pas de résultat ou qu'elle n'est pas traitée ou qu'elle n'est pas, que vos patients ou que votre population n'en voit pas le résultat, vous perdez du temps, vous perdez de l'intérêt, et puis la prochaine fois que vous allez en faire une, vos patients ils répondront beaucoup moins parce qu'ils vont vous dire que ça ne sert à rien. La dernière fois, vous en avez fait une et on n'avait rien vu changer. Donc, attention un petit peu dans la construction. Une vision, donc ne pas oublier dans vos projets, effectivement, vos usagers, la place des usagers dans cette mission qualité. Alors, au niveau sanitaire au niveau des établissements sanitaires, et même au niveau médico-social, ils ont une certification aujourd'hui qui est centrée sur le patient, sur l'usager. Donc là aussi, vous pouvez peut-être développer des actions en direction de vos usagers, des représentants d'usagers. France Assos partage aussi dans ses missions qualité pertinence les objectifs tels que je vous les ai présentés sur des échanges de pratiques, sur l'organisation de la concertation, notamment sur des cas complexes, et puis sur la formalisation de retour d'expérience. Avec donc là encore un choix qui est laissé au CPTS en fonction des diagnostics et sans nécessité donc d'un cahier des charges particulier, mais ils sont bien sur ces 3 éléments d'échange, d'organisation et de formalisation tels qu'on a pu l'évoquer tout à l'heure quand je vous ai présenté cette mission qualité telle qu'elle est vue par les autorités. Est-ce qu'il y a des questions, des retours un petit peu déjà qu'on
vous présente un petit peu ce que le RECA peut vous proposer et puis surtout, derrière, un peu vous laisser la parole parce qu'on a quand même bien monopolisé pour que vous puissiez nous dire un petit peu ce que vous pensez de tout ça et vos retours par rapport à ça. Oui, Madame Paquelier. Oui, bonjour. Je mets mon micro. Bonjour. Oui, donc je suis le docteur Paquelier, je suis médecin conseil au niveau de la direction régionale du service médical. Je suis responsable des relations avec les professionnels de santé. En réponse à une question dans le chat, alors les CEPAM ne sont pas présentes à cette réunion-là. Nous sommes uniquement les représentants régionaux, aussi bien administratifs que médicaux, mais les CEPAM ont déjà assisté à cette présentation par le RECA préalablement. Donc, ne vous inquiétez pas, ils ont eu cette présentation. Donc, je tenais aussi à remercier le RECA pour cette présentation qui est vraiment très, très complète et qui vous donne bien toutes les informations qui sont nécessaires pour mettre en place cette mission, tant au niveau de la théorie, je dirais, que de la pratique avec des exemples. Alors, vous allez peut-être observer qu'il y a un écart entre ce que vous avez rédigé dans vos premiers, je dirais, ACI, et puis ce qu'on vous explique là maintenant. Il faut savoir que, écoutez, on grandit ensemble. Il y avait beaucoup de choses à mettre en place au moment des premières signatures. Alors, c'est vrai qu'il y a des signatures beaucoup plus récentes qui intègrent ces éléments-là, mais pour les signatures les plus anciennes, il y a peut-être des améliorations à apporter. Et je pense que c'est dans le cadre des dialogues de gestion que vous allez avoir en préparation des dialogues de gestion et des dialogues de gestion que vous allez pouvoir revoir un petit peu les actions, les indicateurs qui peuvent être mis en place dans le cadre de cette mission, sachant qu'effectivement, comme disait le RECA, c'était que, alors, j'ai pas intégré la dernière signature de CPTS, mais sur les 17 signatures que l'on avait jusqu'à il y a quelques jours, eh bien, il y avait 16 CPTS quand même qui avaient choisi cette mission. Donc, vous voyez que c'est quand même une mission qui vous tient à cœur. Et donc, voilà, c'était pour ça que je pense que ces apports peuvent être, ces apports théoriques et ces exemples peuvent vous être très utiles. Voilà, merci. Merci à vous. D'autres remarques? Au retour, on est très humble. Est-ce que ces apports-là vous ont été aidants ou étaient déjà connus? Est-ce que c'est éclairant pour vous? Alors, oui, a priori, oui. Je vois Madame Bourquin qui est aussi de la tête. Mais écoutez, enfin, on va poursuivre peut-être plutôt sur vos besoins, parce que voilà, ce qu'évoquait Madame Herman, c'est que voilà, on est structure régionale d'appui, donc principalement à destination établissements sanitaires depuis 2002, médico-sociaux depuis 2011, et on a une activité ponctuelle avec des acteurs de ville. On a pu travailler par exemple avec l'URPS des dentistes sur des audits risques infectieux en cabinet dentaire. On a évoqué les travaux faits avec la FEMASCO ou avec des préfigurateurs de CPTS ou CPTS constitués. Excuse-moi, Manu, on n'a pas oui. ton écran. Pardon. Je vais repartager, mais voilà, on a une particularité. Donc, on a deux niveaux d'action. Madame Herman évoquait une contractualisation CEPOM RECA Agence. Donc, on a comme ça, sur les différents champs, des actions à destination des trois secteurs, sanitaire, médico-social et ville, qui sont contractualisés, qui sont ouverts à toute structure constituée, particulièrement sur l'appui aux événements indésirables graves associés aux soins. Donc, on peut intervenir sur des actions de formation, sensibilisation, des actions de support d'aide à l'analyse d'événements indésirables graves avant déclaration sur le portail national. Donc, ça, c'est des éléments contractualisés. Et on a des activités, comme on a un groupement d'intérêt public qui s'adresse à nos adhérents. Donc, on a un programme de travail élaboré avec nos instances à destination des adhérents sanitaires et médico-sociaux. Et on a à ce jour une possibilité d'adhésion
de structures constituées type URPS, ordre ou CPTS. Voilà, mais pour l'instant, pas forcément d'offre et d'adhésion. Enfin, elle est possible, mais pas effective à ce jour. Et l'objectif, c'est vraiment d'identifier avec vous quels pourraient être les besoins. On a, donc, pour travailler sur ce besoin, on a ce temps d'échange, donc celui qu'on a eu avec Agence et Caisse d'assurance maladie, ce temps avec les coordonnateurs de CPTS pour que vous puissiez nous exprimer vos difficultés, les freins rencontrés, vos besoins et attentes par rapport à ce volet spécifique. L'objectif étant d'essayer de déterminer une offre la plus opérationnelle en fonction de vos maturités, de vos compétences, de vos ressources internes. Voilà, on peut avoir une hétérogénéité aussi d'une CPTS à l'autre. Et l'objectif, c'est d'essayer d'adapter au mieux. Alors, c'est un des éléments de perspective qui a été discuté à Agence, c'est présenté là comme un fait, mais c'est le questionnement, c'est est-ce qu'il y a une opportunité aussi dans les collaborations avec la FEMASCO de contribuer à l'animation d'un réseau des correspondants de CPTS. Est-ce que vous aviez des besoins sur ce volet spécifique? Si oui, lesquels? Oui, je vais prendre la parole 2 secondes. Arnaud Blesmaï, donc je suis président de la FEMASCO. Oui. C'est vrai que les équipes nous en parlent et c'est quand même, j'ai envie de dire, un peu une inquiétude. C'est un milieu qu'on ne connaît pas forcément et on voit qu'il y a des équipes qui sont très en avance là-dessus, d'autres qui sont, oui, plus à savoir exactement ce qu'il faut faire. Sur le chiffre de 17 sur 18, je crois que vous avez dit ça, Madame Peculier, je rappelle juste que dans certains départements, on n'a pas le choix, en fait. C'est-à-dire qu'on nous dit, l'assurance maladie, qu'il faut le mettre dedans. Donc, c'est pour mettre un tout petit bémol, c'est que les gens sont intéressés, mais ne sont pas forcément non plus très en avance là-dessus. Donc voilà, moi je crois qu'on a besoin d'aider au cas par cas surtout, parce que évidemment l'intérêt il est évident, mais que oui, il y a une inquiétude d'équipes qui n'ont pas l'habitude de gérer ça. Alors ça fait déjà un moment qu'on fait avec les maisons de santé, ce que vous disiez tout à l'heure, les questionnaires qui effectivement ont la limite d'être plutôt très bons, mais finalement on n'en sort pas toujours ce qu'on voudrait en sortir. Et c'est vrai que les maisons de santé ont plutôt… Alors, dans les CPTS, il n'y a pas que les maisons de santé, mais c'est eux qui sont peut-être encore plus acculturés à cette qualité. On a besoin, à mon avis, d'une aide vraiment personnalisée. Merci à vous. Alors, cette aide, quel pourrait être le besoin? Est-ce que c'est pour certaines qui sont à la phase de lettre d'intention un accompagnement à la rédaction de ce volet qualité articulé avec les autres missions? Pour celles qui sont constituées, est-ce que c'est une aide dans la révision de ce volet? Est-ce que c'est si vous avez des objectifs déjà explicites, est-ce que c'est des sensibilisations ou des présentations de certaines méthodes? Enfin, c'est vraiment ouvert dans le champ des possibles, en tout cas. Moi, je dirais c'est tout ça, mais je crois que la FEMASCO a un travail à faire pour aller vers les équipes en disant, mais voilà, la FEMASCO, l'Eureka peut vous aider et c'est peut-être à nous d'aller chercher dans ces équipes ce dont ils ont besoin. Avec vous, bien sûr. Oui, oui. Oui, parce que nous aussi, on a des interrogations. Alors, pour vous expliquer notre fonctionnement avec les établissements sanitaires et médico-sociaux, on identifie dans chacune des structures un référent, qui est notre interlocuteur privilégié, sur lequel on pousse de l'information, des éléments de revue réglementaire documentaire, des documents, etc. Est-ce que, dans cette organisation CPTS, est-ce que c'est les coordonnateurs qui pourraient être les interlocuteurs privilégiés? Est-ce que, c'est vraiment… une réflexion à conduire qui est assez ouverte. Oui, bonjour, je peux prendre la parole? Allez-y. Jean Lambé, coordonnateur de la CPTS du Grand Lons. Alors, je suis désolé, je suis le webinaire de manière fractionnée, ayant mon autre activité. Je rejoins Arnaud quand tu dis que oui, en effet, on a besoin, à mon avis, d'accompagnement, d'aide de la FEMASCO et du RECA.
C'est vrai que nous, on a signé l'ACI il y a déjà un petit moment et on n'était pas parti sur cette démarche qualité. Après, je m'interroge aussi sur nos missions au niveau de la CPTS, hein, quand vous présentez bon, les effets, les événements indésirables, etc., jusqu'où nous on va. Je pense qu'il y a des actions qui sont propres aux maisons de santé. Pour moi, c'est presque aller faire de l'ingérence sur ces parcours qui restent la propriété ou la clinique de la maison de santé. Je le vois plus en termes de parcours. Je ne sais pas si vous pouvez m'éclairer à ce niveau-là, mais la présentation fonctionne bien dans le cadre d'un exercice coordonné local sur une CPTS, aller sur les événements indésirables. Bon, il faut déjà que les MSP, les centres de santé aient cette notion qualité, et puis après qu'ils fassent appel à nous, il y a un deuxième pas que je ne les vois pas franchir en tout cas. Voilà un peu mes réflexions, quoi. Peut-être une réaction de la part de la FEMASCO sur ce lien maison de santé CPTS? Alors là, la question est tout à fait pertinente, Jean, comme d'habitude, mais alors là, je ne saurais pas à quoi répondre. Et je pense que c'est assez variable en fonction des lieux où on est. C'est-à-dire que quand c'est des gens qui se connaissent avec une CPTS qui est là depuis un moment, je pense qu'on peut tout à fait faire ce genre de retour. Sur une CPTS où il n'y a encore pas beaucoup de choses mises en place, ça me semble plus compliqué. Parce qu'on a toujours la crainte quand on fait des retours de… Ah, il y a marqué « Votre connexion Internet est instable ». Je ne sais pas si ça marche. Bon. Quand on a toujours la crainte des autres. Donc, dans une maison de santé, on travaille toute la journée ensemble. Donc, les craintes, elles sont là au début, mais elles passent vite. En CPTS, c'est peut-être plus long. Je pense que c'est surtout une question de maturité de la CPTS, là. Et puisque ce qu'on a pu percevoir, nous aussi, c'est vraiment une prise en compte d'un principe de réalité, de disponibilité des ressources humaines, particulièrement, de faisabilité. Et on est aussi dans une politique des petits pas, quoi. Il faut avoir des objectifs atteignables et pas trop ambitieux. Ouais. C'est vrai que les événements indésirables, c'est une thématique sur laquelle nous, on a une expertise, mais qui peut être complexe suivant le niveau dans lequel on veut développer ces éléments de culture. Je crois… Pardon, excusez-moi, si je peux me permettre d'intervenir, comme toute démarche vertueuse, enfin comme toute démarche qualité, pardon, elle se veut vertueuse. On fait c'est des cycles. Quelque part, effectivement, les événements indésirables sont un focus dans une démarche qualité. L'idée, c'est de pouvoir accompagner d'une manière, comment dire, plus large les CPTS, leur faire comprendre effectivement ces différentes phases d'une démarche qualité, les engager dans de la formation, dans un accompagnement qui peut être effectivement, comme le disait M. Sillier, sur la construction ou la révision de leur volet qualité, l'identification des objectifs, le choix d'une méthode, et puis petit à petit, eh bien, on va aller de façon peut-être plus précise sur des thématiques, sur des sujets comme les EJS. Il faut rester effectivement pragmatique et se dire que il y aura une acculturation des professionnels, leur faut du temps et de la disponibilité, et que sur un secteur, sur une CPTS, les choix vont être différents parce qu'ils leur seront propres. Donc, effectivement, on peut être ambitieux et dire, voilà, on fera du traitement d'événements indésirables comment dire, entre pairs, on exposera ces dysfonctionnements. Et ça marche sur le secteur médico-social ou sur le secteur sanitaire. Les établissements se parlent et partagent leurs événements indésirables. C'est peut-être encore tôt sur le champ du libéral, mais on peut garder ça comme un objectif à peut-être moyen ou long terme, mais il y aura d'autres temps, les besoins vont être exprimés, je l'espère, et on commence aujourd'hui autour de ce webinaire, et on choisira les bonnes modalités, le bon sujet, et en fonction du besoin du CPTS exprimé.
Donc, voilà, il y a des ambitions et puis des étapes. Voilà ce que je disais, hein, une démarche qualité qui se veut vertueuse avec des cercles concentriques pour aller jusqu'aux EIGS. Donc, pas d'inquiétude, j'ai envie de dire, sur ces perspectives. Avec, si je peux me permettre, des modalités d'organisation ou de collaboration qui peuvent être à différents niveaux. Si on transpose ce qu'on fait sur les établissements sanitaires médico-sociaux, on peut être certaines fois dans de l'accompagnement d'une structure, vraiment, et ça pourrait être une intervention dans une CPTS avec les différents acteurs, ou on peut être dans un travail plutôt collaboratif de co-construction. On a par exemple, nous, des groupes de travail. On a identifié avec nos adhérents que cette année, on veut travailler, par exemple, je veux dire, je sais pas, sur la qualité des transmissions écrites et orales. On constitue un groupe de travail, on fait un appel à participation des différentes structures. Donc, ça pourrait être, je sais pas, 4 ou 5 coordonnateurs de CPTS qui sont intéressés pour travailler sur une thématique, que ce soit événement indésirable, patient traceur, etc. On va mettre en place un groupe de travail. On co-construit ensemble des outils qui, après, sont mis à disposition de l'ensemble des structures, qu'ils aient participé ou pas au groupe de travail. Voilà, on peut avoir différentes approches, hein, accompagnement, expertise, co-construction d'outils. Voilà. C'est dans cet esprit aussi développement de réseau, ça peut être des éléments, ou temps d'expression et de partage. Alors, moi, je vais complètement dans votre sens parce que si on fait le rapport avec les actions de santé publique qu'on fait dans les maisons de santé depuis une dizaine d'années, c'est vraiment ça, la culture de l'exemple, c'est quand même quelque chose qui marche très bien. Ah, vous avez fait ça, comment vous avez fait? Bah oui, on ne va pas repartir à zéro, c'est une bonne idée, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas le modifier en fonction de ses choix, bien évidemment, heureusement. Mais par contre, je trouve ça, la culture de l'exemple, je trouve que c'est ce qui marche le mieux. Et vous parlez du secteur médical, médico-social et sanitaire. C'est vrai que eux, ils ont cette culture quand même depuis beaucoup plus longtemps. Je trouve que c'est quand même assez récent, nous, qu'on parle de ça. Donc, il faut avoir des objectifs ambitieux et faire du pas à pas et commencer tranquille. Et encore une fois, cette culture d'exemple me semble vraiment une bonne solution. En tout cas, elle a marché pour d'autres sujets. Oui, puis comme vous dites, sanitaire médico-social, on a une culture ancienne, mais quand notre réseau a été constitué, c'était justement parce qu'on n'avait pas de compétences qualité dans les établissements de santé. On ne savait pas, la HAS avait publié ses référentiels, on ne savait pas comment le prendre. Donc, on s'est dit à un moment, bah, on met ensemble des bonnes volontés, on essaye de décoder, de co-construire des outils, voilà, dans ce principe-là. Mais au départ, ils avaient peur quand même, tous ces gens-là, Oui, quand oui. on leur a parlé de ça. Je me rappelle de l'hôpital local où je suis, quand on nous a parlé de ça, c'était pas si simple. Oui, oui. Madame Paquelier, vous aviez levé la main? Oui, alors en fait, je vais compléter un petit peu et puis Monsieur Blesma me dira, mais je pense que la vision de la CPTS, c'est pas du tout l'objectif, c'est pas d'ingérence dans les équipes, hein, c'est vraiment travailler avec le RECA pour construire des outils, mais c'est un peu ce que vous disiez, hein, Monsieur Blesma, pour construire des outils et les mettre à disposition des équipes, je veux dire, soignantes, hein. Donc, parce qu'elles, effectivement, n'ont pas le temps de construire ces outils et vous êtes là comme une aide, un support pour diffuser cette culture progressivement. Et puis, je pense qu'il faut être très pragmatique, hein, dès le départ, faut pas s'inquiéter, faut pas construire ce que j'appelle des usines à gaz, hein. Il faut rester très, très, très pragmatique et commencer petit pour pouvoir s'acculturer à cette qualité, hein. Et puis, on en est tous au même point, hein. Je crois que vous, comme nous, sur ce domaine-là, et voilà, c'est une construction progressive de ce domaine. Oui, et puis le nous s'applique aussi au RECA, hein. On a des compétences qualité, sécurité, mais cette transposition dans le champ des CPTS, c'est aussi, on avance aussi en même temps que vous, hein, ces éléments de recherche, de compréhension, d'acculturation. C'est aussi une transposition de ce qu'on sait faire, mais sur un champ nouveau, avec une composition de l'offre et des disponibilités différentes. Donc, c'est vraiment grandir ensemble, comme vous le dites. Après, ce qui est important de voir aussi, c'est que au niveau du RECA, c'est qu'il peut y avoir, on peut vous accompagner sur plusieurs niveaux d'intervention. Et je dirais que cette vigilance par rapport à des objectifs qui soient trop ambitieux ou de la construction du projet, on peut vous apporter aussi des éléments et
pour vous dire, bah oui, ok, on peut aller vers… Enfin, c'est ce qu'on a fait. Je suis désolée, on n'a que cet exemple-là avec le GISA parce qu'on avait vraiment beaucoup avancé et on était presque en phase de test et ça a dû être arrêté. Mais on est parti en fait on nous a présenté le diagnostic territorial, on nous a dit, ben voilà, on voudrait faire ça, et derrière, si vous voulez, nous, on vous a un petit peu accompagné pour décliner d'une part les objectifs, d'autre part le plan d'action, les ressources qui sont mobilisables, ce que nous, on pouvait vous apporter, ce qu'on aurait dû, ce que l'on devait construire en termes d'outils et autres. Donc, il y a effectivement… peut-être cette dimension-là avant pour vous aider, pour vous rassurer peut-être, et puis pour co-construire ensemble, parce que comme dit Manu, nous aussi, hein, c'est un domaine, moi je le connais un peu parce que j'ai été libérale, mais ça fait un moment que j'ai quitté et il y a certainement beaucoup de choses qui ont changé. Mais il faut le voir sur un appui méthodologique et d'outils qu'on peut vous apporter et dans une co-construction d'un projet pour que chacun puisse le mener de façon confortable et avoir une progression, un résultat. Rappelez-vous le schéma de la route d'Eming. Hein, cette roue, en plus, elle a pour vocation de tourner sur cette pente qui nous amène à une qualité de plus en plus importante, sans arriver à 100% parce qu'on n'y arrivera pas, mais on y va vraiment progressivement et on fait tourner la roue pour monter sur cette pente. Donc, ce qu'on a pu vous présenter ce matin, ça vous a peut-être paru trop ambitieux ou pas adapté ou difficile à mettre en œuvre. Je vous accorde tout de suite, la gestion des événements indésirables sur l'ambulatoire, ce ne sera pas pour demain et il n'y a pas, on n'y arrivera pas si on y va dans ce sens-là parce que vous avez pas au niveau de la ville, il n'y a pas cette culture-là. Et puis, si je vous dis demain, analysez vos événements indésirables, ben non, au niveau de l'expérience qu'on a en médico-social ou en sanitaire, ça ne s'est pas fait en un coup de cuillère à peau ni en un an. On est aujourd'hui à quelques années et ce n'est pas encore totalement satisfaisant. Mais par contre, si effectivement on a cet objectif, rappelez-vous, cet objectif général d'amélioration sur un point particulier, on va avoir différentes étapes qui vont nous permettre d'y arriver progressivement. Et comme vous allez avoir ces différentes étapes et que vous allez emmener les professionnels avec vous, ces professionnels vont y participer, la marche, ils n'auront pas une grosse marche à passer pour arriver à l'analyse des événements ESA, mais on va les emmener par palier, par étape, et ils arriveront naturellement sur une dernière étape où on parviendra à faire, si c'est votre choix, à faire ces analyses d'événements indésirables sans souci. Donc, on est vraiment dans une co-construction et puis je vous l'ai dit aussi, les objectifs, ils doivent être smart, donc ils doivent être simples, atteignables, mesurables. Il ne faut pas non plus avoir des objectifs trop ambitieux qui, effectivement, amèneraient à décourager vos professionnels, les professionnels des CPTS, et puis qui, finalement, ne vous permettraient pas d'arriver à réaliser des petits pas d'amélioration progressive. Est-ce que d'autres coordonnateurs veulent réagir, exprimer leurs besoins, leurs craintes? Oui, bonjour, je suis Perrine Croisier de la CPTS du bassin vésulien. Je suis avec mon smartphone, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si, c'est tout. Ici, c'est Très bon. bien, merci. Je voulais juste exprimer trois idées qui, déjà merci pour ça nous éclaire pas mal quand même. Nous, nos besoins, c'est déjà d'arriver à faire correctement ce qu'on nous a demandé de faire dans les objectifs qu'on nous a formulés au niveau de l'assurance maladie, notamment d'analyser par exemple les protocoles qu'on a mis en place. Moi, je serais vraiment très en demande de méthodo par rapport à ça parce que c'est pas mon travail, je ne sais pas le faire. Il y a aussi des idées qu'on a qui nous sont venues depuis maintenant 1 an qu'on travaille sur la CPTS, mais qu'on ne sait pas non plus mettre en œuvre. Et il y a aussi évidemment tout ce à quoi on n'a pas pensé. Donc nous, on serait vraiment, vraiment en demande et en grand besoin d'un accompagnement personnalisé. Alors participer à des groupes de travail un peu collectifs, évidemment, mais je pense aussi un accompagnement individualisé par rapport à où on en est, quels sont nos objectifs et puis comment les atteindre. Voilà. Merci pour cette expression. N'hésitez pas, c'est vraiment ce qui va nous donner les éléments pour redimensionner l'offre à venir. Donc. Bonjour, Sandra Courreau, CPTS Nevers-Sud-Nivernais. J'ai pris mes fonctions de coordinatrice le 1er mars, donc tout est nouveau pour moi. Donc j'avoue que vous m'avez bien éclairé ce matin, c'était clair, bien expliqué
et je rejoins un précédent collègue avant. Oui, ce serait bien de nous accompagner aussi pour l'analyse des protocoles que l'on va mettre en place. Voilà, CPTS débute dans toutes ses missions, donc c'est vraiment le début. Donc j'avoue que je ne suis pas contre non plus un accompagnement de ce style, en fait. Alors, sur les protocoles, pour que ça soit clair, hein, qu'on se remette bien dans nos missions qualité-sécurité, on l'a vu hein, dans certains projets, même si on est une équipe pluriprofessionnelle, hein, composée de médecins, pharmaciens, cadres de santé, infirmiers, et puis qualiticiens et gestionnaires de risques et autres juristes, notre mission, elle est vraiment qualité-sécurité. Donc, on travaille de même avec les établissements hein, sur la mise en place. Qu'est-ce que c'est qu'une procédure de gestion documentaire, comment élaborer des procédures, des protocoles, des procédures, etc., sur des éléments plutôt sur l'aspect formalisation. Par contre, vraiment qu'on soit clair sur la faisabilité, on ne pourra pas nous être sur l'expertise et sur le fond. Voilà, on est vraiment sur ces compétences méthodologiques et pas sur le contenu. Je ne sais pas, du coup, à quel niveau est votre attente Oui, non, mais c'est tout à fait ça, oui, bien Oui. sûr. Oui, non, j'ai bien compris. Oui. Voilà, parce qu'il y a d'autres acteurs et d'autres structures régionales d'appui hein, qui ont des compétences aussi spécifiques. L'OMEDIT sur le circuit du médicament, le CPA sur le risque infectieux, etc. Ça peut être aussi des acteurs, mais eux qui ont une expertise métier sur laquelle on essaye d'être vigilant voilà, sur le respect des prérogatives de chacun. Mais en tout cas, sur ces aspects méthodologiques, oui, construction de formalisation de documentation, oui, bien évidemment. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Donc, au sein de la région, on a un réseau de structures de vigilance et d'appui dont fait partie le RECA. Mais effectivement, vous avez d'autres d'autres expertises qui peuvent être mobilisées, qui sont effectivement l'OMEDIT pour le médicament, les centres de pharmacovigilance. On a aussi le CEPIAS pour tout ce qui est prévention des infections associées aux soins. On a la nouvelle structure qui est le CREATB autour de l'antibiorésistance. Donc ça, on pourra assez utilement peut-être vous faire parvenir une présentation un petit peu de ces réseaux de structures. Le RECA collabore déjà activement avec l'ensemble de ces autres partenaires pour justement accompagner sur des sujets sur lesquels on a besoin d'une expertise spécifique hein, sur les infections associées aux soins, sur l'antibiorésistance, et puis d'une expertise plutôt méthodologique. Voilà, on associe l'ensemble de ces partenaires. Je pense aussi, Monsieur Seyé, qu'on pourrait transmettre aussi à ses correspondants et responsables de CPTS une présentation du RECA un petit peu plus formelle, une présentation de l'équipe RH aussi, voilà, pour concrètement voir ce que vous conduisez sur la région pour nous et puis pour vos adhérents. Ça illustrera aussi. Oui, d'accord. Oui, bonjour, Florian Poivre, président de la CPTS Pays d'Or. C'est au niveau sud-est de la Côte d'Or. Déjà, merci beaucoup pour tout le travail que vous nous avez présenté aujourd'hui, parce que nous, ça va déjà beaucoup nous aider. C'est vrai que c'est quelque chose, on n'est pas habitué de le faire. Moi, je suis infirmier libéral. Donc voilà, déjà, merci beaucoup. Et moi, on aurait besoin de vous, déjà pour valider notre axe de travail. On a eu une piste sur quoi on va travailler prochainement, c'était au niveau de notre dialogue de gestion. On voudrait travailler, on est parti d'un principe que déjà on manque d'antibiotiques et que les gens réclament systématiquement des antibiotiques. Donc par rapport à ça, on voudrait travailler sur la fabrication d'un outil et puis expliquer aux professionnels comment ça va s'axer beaucoup vers les médecins sur la non-prescription d'antibiotiques. Fabriquer un outil, expliquer aux médecins qu'ils peuvent délivrer aux patients une ordonnance de non-prescription. Et puis, peut-être que le patient, du coup, justement, il ne va pas aller réclamer, parce qu'on les connaît, les patients, ils vont réclamer des antibiotiques. Si un médecin n'en donne pas, il va aller en voir un autre, il va aller faire le fond de ses tiroirs, prendre des antibiotiques de la grand-mère, enfin voilà. Donc, on voudrait travailler dessus. Et puis, comment est-ce que vous pourriez nous aider à construire vraiment un projet détaillé et puis qu'on puisse le mettre en œuvre voilà, sur notre secteur. Donc, nous, on est très en demande pour travailler avec vous.
Alors, sur la question, peut-être que je peux répondre sur la partie ordonnance de non-prescription d'antibiotiques. Il y a un projet qui va se mettre en place sur la région, effectivement, d'ordonnance de non-prescription. À ce moment, ce que et là, c'est un petit peu particulier, hein, et on est plutôt sur l'accompagnement par le Centre régional d'antibiothérapie, donc le CREATB. Je vous propose donc de retenir ce besoin et on le fera de la même manière hein, pour les autres CPTS. S'il y a des besoins particuliers déjà bien identifiés, à ce moment-là, vous mettez en relation avec les référents au niveau régional sur ce sujet. Donc, on a un médecin et un pharmacien à l'ARS qui travaillent avec le CREATB sur ce sujet-là, enfin, qui vont travailler sur ce sujet-là. Et à ce moment-là, peut-être vous y associer ou en tous les cas, vous mettre en lien, quand les besoins sont aussi spécifiques. D'accord, ok. Mais pour vous, on peut travailler dessus, on peut se lancer dans cet axe-là. Ça remplirait notre mission. Bah, effectivement, ça fait partie des thématiques qui sont portées donc là dans le cadre de la politique nationale et régionale de prévention des infections et de lutte contre l'antibiorésistance. Donc oui, ça fait partie des thématiques qualité et pertinence. Donc tout à fait. C'est très ciblé, mais ça correspond. Mais justement, voilà, si c'est très ciblé, on espère ne pas trop s'éparpiller. C'est vraiment partie de problématiques de terrain. On avait, pour choisir nos thèmes, nos axes de travail, on avait des pharmaciens qui étaient là et qui nous ont dit, je les ai surpris à se dire, moi, j'ai plus de tel antibiotique, moi non plus, c'est compliqué d'en avoir, mais est-ce que tu pourrais pas me dépanner, voilà. Et puis, on sait toutes les campagnes qui ont été faites par l'assurance maladie, qu'on a vu passer à la télé. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Ça date de quelques années, mais c'est toujours dans l'air du temps, voilà. Puis nous, du coup, voilà, ça nous a un petit peu orienté notre axe de travail. Alors, et on sait comment les patients réclament des médicaments et bien souvent, ils vont regarder voilà, sur Internet les patients qui vont s'automédiquer. Moi, il me faut des antibiotiques et j'en connais dans mon entourage, voilà. Alors, si je peux me permettre de réagir à vos propos, alors d'une part, pour vous dire que cette ordonnance de non-prescription, elle existe au niveau national. Hein. L'assurance maladie en a construit une depuis de longue date. Donc, si vous voulez l'avoir, vous pouvez tout à fait prendre contact avec vos référents organisations coordonnées au niveau local. Ils ont ce type de documents. Et puis, je voudrais juste échanger avec vous et puis le récap pour repositionner certaines choses. Vous me direz si je me trompe. Pour moi, travailler sur la non-prescription d'antibiotiques, c'est plutôt de la mission prévention. Par contre, analyser après si il y a eu des effets, s'il n'y a pas eu d'interférence avec d'autres choses, c'est plutôt dans la mission qualité. Alors voilà, c'est simplement pour moi, j'aimerais qu'on puisse discuter voilà, de ce qui relève d'une mission soit prévention, soit parcours, et puis ce qui relève de la mission qualité. Oui, donc, non, vous avez raison. Enfin, on est vraiment sur, en regardant une expression de besoin, quels sont les acteurs légitimes pour travailler ces différents champs. Et c'est vrai qu'on a plus, nous, une légitimité sur l'appropriation des méthodes, des résultats, etc., l'accompagnement au service d'autres travaux, comme on l'évoquait sur l'articulation sur les parcours. La définition du parcours relève plutôt de cet axe caisse d'assurance maladie, etc., ARS. Et puis nous, on est sur les éléments, voilà, comment on va mesurer l'impact, comment on va travailler sur les ruptures de parcours pour les analyser, en tirer des leçons. On est vraiment... Et je pense qu'il faut qu'on conserve ce qui s'exprime là, c'est que face à des demandes, on puisse aussi repositionner les bons acteurs, quoi. Alors, je ne dis pas que le choix de la thématique ne convient pas, ce n'est pas du tout ça, bien au contraire. Hein. C'est savoir la repositionner dans l'ACI, dans quelle mission on la positionne. À mon avis,
pour ma part, hein, je dirais que construire des outils de non-prescription, une ordonnance de non-prescription, choisir le thème de l'antibiothérapie, ça va dans la mission prévention. Par contre, après, effectivement, utiliser des outils du RECAP pour voir si cette mission de prévention, eh ben, elle a été correctement, c'est pas le bon terme, mais mise en œuvre, et puis comment on peut, si elle n'a pas été mise en œuvre, elle peut très bien avoir été mise en œuvre de façon qualitative remarquable, hein, ou si elle ne l'a pas été complètement, ben, quel moyen on a pour l'évaluer et l'améliorer. Voilà. Si je peux me permettre juste un élément de précision. Alors, typiquement, moi, un projet où on me dit les pharmaciens n'ont plus d'antibiotiques, je trouve une solution et je réalise une prescription, je réalise un protocole de non-prescription des antibiotiques, pour moi, c'est insuffisant. Si on repart dans les notions que je vous ai présentées ce matin, il y a nécessité d'avoir, je repars sur le diagnostic, faire une analyse un petit peu de ce besoin exprimé par les populations, de cette difficulté que peuvent avoir les pharmaciens, et puis de comment effectivement, quel objectif on se met en face. Donc l'objectif, c'est effectivement de pouvoir répondre au fait que que les pharmaciens n'ont pas d'antibiotiques et qu'il y a un besoin au niveau des patients, mais repositionnez bien vos objectifs. C'est comme quand on fait une analyse d'événements indésirables, le fait de dire que c'est de la faute de l'infirmière, ça ne résout pas le problème. Donc, je reviendrai pas, je vous encouragerais plutôt à refaire un peu de diagnostic, une analyse de la situation. Et effectivement, je partage ce que présente le docteur Paquelier. Pour moi, il y a deux éléments. Le premier, c'est où on va sur de la prévention, où on va sur du parcours, c'est-à-dire qu'on va faire de l'éducation aux patients pour ne pas qu'ils soient demandeurs d'antibiotiques quand ce n'est pas justifié. Et à ce moment-là, on refait une analyse de parcours de ces patients où on fait de l'éducation thérapeutique du patient, on va plutôt sur une mission de prévention. Et la qualité ne sera là que pour vous assurer que vous n'avez pas une dégradation de la prise en charge, de la qualité de la prise en charge de vos patients avec ces non-prescriptions d'antibiotiques. Donc, pour moi, effectivement, comme l'évoque le docteur Paquelier, la qualité, la mission qualité ne viendra, comme je vous l'ai présenté dans le diaporama tout à l'heure, ne viendra qu'en support pour s'assurer que la modification de la prise en charge de vos patients ou via ces non-prescriptions d'antibiotiques n'ont pas amené une réduction ou un abaissement de la qualité de la prise en charge de vos patients. Oui, oui, bien sûr. Ouais. En fait, voilà, nous, on n'est pas des experts, on avait juste des petites pistes comme ça, c'était juste pour savoir où est-ce qu'il fallait aller. Merci beaucoup pour vos réponses. Après, c'est très intéressant comme sujet, il n'y a pas de souci, vous pouvez absolument le travailler. Et l'apport que le RECA va pouvoir vous faire à ce niveau-là, ce sera plutôt un apport méthodologique si vous avez besoin d'analyser un petit peu le pourquoi, le comment le manque au niveau des pharmacies, ça peut expliquer. Mais voilà, refaire un retour un peu diagnostique, ça peut vous aider. Par contre, après, sur le parcours, le nouveau parcours de vos patients vis-à-vis de la prescription antibiotique, vous avez d'autres structures d'appui, comme on a pu les évoquer, soit via l'Omidit, soit via le CPIAS pour tout ce qui est problème infectieux. Et puis, nous, on peut vous apporter notre appui sur la partie plutôt qualité, où on va évaluer la qualité de la prise en charge de vos patients avec ces nouveaux processus. Ok, merci beaucoup. Sur ce sujet-là, je vous remercie pour ces compléments. Sur ce sujet-là, on pourra peut-être échanger de façon particulière avec la DRSM pour évoquer les projets qui sont en cours par ailleurs et puis effectivement faire le lien sur la partie évaluation de ces actions dans le cadre du volet qualité sur lequel le RECA peut accompagner. Merci en tout cas. Pour compléter ces éléments, qui illustrent ces éléments de complémentarité avec les missions, Madame le docteur Paquelier, vous me contredirez, mais on avait échangé en ce sens-là, justement quand a été évoquée la rédaction de procédures qui vont déterminer une organisation de parcours. La rédaction des procédures, est-ce qu'elle figure dans le volet parcours ou est-ce que c'est une mission qualité? Et on l'a vu tout à l'heure, ces éléments de fond, ils relèvent bien du parcours. Par contre, non, ils vont être là sur la forme, c'est la structuration de ces gestions documentaires, etc., au service de l'organisation des pratiques. D'autres idées, besoins?
Après, ça peut maturer. On est en phase de réflexion. On va réitérer notre session là, à votre demande. Il est important aussi que vous puissiez vous autoriser à faire un retour, je pense, auprès de l'agence, parce que c'était l'initiateur de cette réunion, voilà, nous faire remonter, qu'on puisse rediscuter agence, assurance maladie aussi sur les besoins dans ces perspectives de déployer une offre prochaine. On pourrait envisager un court questionnaire à l'issue de ce webinaire et du suivant pour un peu à la fois quantifier et orienter l'offre. Est-ce que vous êtes une majorité à avoir besoin d'un apport en matière de formation, d'un accompagnement individuel? Voilà. Est-ce que vous avez identifié déjà quelques sujets? Voilà, quelque chose d'assez de court comme questionnaire, mais ça pourrait nous aider à objectiver les besoins. Oui, vous avez certainement besoin d'un temps de rediscussion au sein de votre PTS. Je reprends la parole, comme l'indiquait Perrine Croisy à Vesoul. Alors, on fonctionne pas mal aussi en réseau WhatsApp avec des groupes inter-CPTS, donc une présentation un peu plus ciblée, générale pour répondre à nos questions, et puis après venir sur les territoires, nous rencontrer sur nos problématiques particulières. Je pense que l'un et l'autre seront les bienvenus pour le coup. Juste pour ne pas créer de faux espoirs, on est dans une phase de diagnostic. La montée en charge, pour nous, elle sera aussi en fonction du programme et des ressources qui pourront être dégagées. Mais à ce jour, voilà, on est dans cette phase diagnostique. Voilà, on peut répondre à des demandes ponctuelles, mais qui peuvent être urgentes. Mais... Ah oui, c'est intéressant que vous précisiez le côté temporalité, parce que c'est vrai que nous, nos besoins, ils sont imminents. C'est ça. Alors, donc, il ne faut pas qu'on s'attende à avoir peut-être un démarrage de votre mission avant quelques mois, C'est ça. Enfin, dans la dimension régionale contractualisée avec l'agence sur des missions communes partagées à toutes les CPTS, donc on va être sur 2023 sur la réflexion de notre futur CEPOM. Et derrière, voilà, la construction d'un programme, identification, on va faire la même démarche que ce que vous faites, de construction d'un projet, définition des objectifs, etc., des moyens, etc. Donc, ça va être une phase de négociation. Après, on a dans nos statuts groupements hors de ces soutiens régionaux, on a la possibilité qu'une CPTS adhère à notre réseau. Et là, il y a, je ne sais plus de mémoire, c'est c'est des éléments du coup, avec une facturation, un droit d'entrée, je crois, qui est de 600 €, et après une facturation de prestations en fonction de l'ampleur du travail. Donc, il y a des possibilités avant, mais voilà, ça va être aussi conditionné par vos ressources, par vos besoins, et puis par nos propres ressources internes. Ouais. Alors, je réaffirme la volonté de l'agence d'inscrire dans le CEPOM du RECA cette dimension d'accompagnement des CPTS. C'était un volet qui manquait en 2010, un petit peu en 2019, quand on a construit votre premier CEPOM, Monsieur Seillet. On s'était dit, bon, ça sera, voilà, on va vous faire une montée en charge. C'était aussi une façon de construire, de réfléchir. Et puis aussi que les CPTS s'installent dans le paysage de la santé de notre région. Donc voilà, je pense que c'est le temps est venu de mettre en place cet accompagnement. On a l'habitude de toute façon, donc effectivement, M. Seillet a évoqué cet accompagnement individuel qui pourra être pris par chacune des CPTS dans le cadre d'une adhésion. Et puis, on assurera aussi dans le cadre du CEPOM, du RECA, une dimension régionale avec voilà, des temps de formation, des temps de rencontres, de partage. Et c'est ça qu'on va construire au regard aussi de vos besoins. Donc, on ira sur un niveau régional sur des besoins communs. Et quand il y a un besoin d'accompagnement plus particulier, effectivement, on sera sur de l'accompagnement individuel. Mais l'idée, c'est de vous proposer cette offre, cet éventail de possibilités d'accompagnement. Je retiens aussi
ce qu'a dit le docteur Paquelier, il y a des temps, comment dire, des temps importants dans le cadre de la révision de vos projets, de vos ACI, c'est les dialogues de gestion, enfin la préparation des dialogues de gestion, les dialogues de gestion, qui sont là aussi pour retravailler sur ce volet qualité, pertinence. Enfin, en tous les cas, c'est une opportunité. Donc, on peut inscrire aussi dans les modalités d'accompagnement du RECA ce phasage qui peut être différent. Donc là, vous êtes sur un projet pour certains qui sont déjà en cours. Donc le besoin ne sera pas le même en fonction du fait qu'on écrit une lettre d'intention ou qu'on passe à la construction du projet ou qu'on le met en œuvre. Donc l'accompagnement devra aussi tenir compte de ces 3 temps, au-delà du fond. Est-ce que vous avez encore des souhaits de partage? Donc, comme on l'a évoqué, hein, le webinaire est enregistré, donc vous aurez la possibilité d'en partager le contenu aussi avec vos équipes. C'était la question que j'allais poser. Est-ce qu'on peut imaginer que la partie présentation que vous avez faite puisse être mise sur le site de la FEMASCO pour que les équipes puissent se l'approprier ou qu'on l'envoie au moins à ceux qui le demandent? Je ne sais pas. Alors, on va revoir les modalités de partage. De toute façon, il y a le support en lui-même du RECA qui va être adressé aux participants, le lien sur le webinaire également. On va adresser donc un questionnaire qu'on va peut-être co-construire avec la DRSM et le RECA. On va également proposer un deuxième temps de webinaire pour notamment les médecins qui n'ont pas pu s'inscrire à celui-ci au regard voilà, de la fenêtre qui n'était pas adaptée à leur exercice. Donc, le prévoir plutôt, voilà, peut-être en soirée ou pause méridienne, j'ai peut-être un petit peu de doute parce que les journées sont chargées, mais voilà, sur un temps un peu décalé. Donc, permettre à une deuxième série d'interventions. Alors nous, les webinaires le midi, ça marche très bien justement, hein. C'est ce que j'allais dire aussi. Parce que nous, on fait toujours midi et demi, 13h30. Finalement, ça leur permet de ne pas trop enlever de consultation et puis surtout de ne pas finir plus tard que ce qu'ils finissent déjà très tard. Donc, je trouve que pour nous, c'est le mieux. Et puis, je reviens quand même sur la partie présentation qu'on pourrait mettre sur le site ou envoyer, parce que nous, nos webinaires, ils sont vus par un certain nombre, mais ils sont surtout beaucoup, beaucoup revus sur le site. Parce que là, l'avantage, c'est encore mieux, c'est qu'on se connecte à l'heure qu'on veut. Tout à fait. Tout à fait. Pour la pause méridienne, je vois là, on a commencé à 9h30, on est presque 11h30, ça fait 2 heures. Ça vous semblerait quand même, parce que là, vous me parlez d'un créneau plutôt 1h30. Alors, on est sur oui, je pense que c'est compliqué 2 heures entre midi et 2, mais peut-être que là encore, il y a possibilité de faire sur un format un tout petit peu plus court. Ouais. Là, ça fait un moment qu'on pose des questions. Enfin, il y a toujours moyen de faire. Très sincèrement, de toute façon, si vous faites 2 heures entre midi et 2, les gens vont aller manger. Les gens, voilà, ça me semble trop long, 2 heures. Oui, on pourra aller sur certains éléments sur les objectifs. Enfin, je sais pas si oui. On pourra condenser certaines. Moi, je pense. Oui, puis peut-être en fonction des personnes qui s'inscrivent, effectivement, peut-être aller dans l'illustration de ce qu'est effectivement la démarche qualité et de ce qui concrètement pourrait être un accompagnement. Enfin voilà, faire quelque chose peut-être effectivement de plus condensé, sachant qu'on pourra renvoyer vers le premier webinaire plus complet et puis faire le partage du support qui lui pourrait rester dans sa forme diffusée la plus complète, quoi. Après, des fois, c'est des équipes, enfin, en tout cas sur nos webinaires, il y a l'équipe de tel endroit qui se connecte. Et des fois, on ne sait pas qui exactement, si c'est le coordinateur, si c'est un professionnel de santé, s'il y a plusieurs professionnels de santé derrière la caméra, enfin derrière le webinaire. Donc, on ne sait pas toujours exactement qui se connecte. Ok.
En tout cas, tous sont bienvenus. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Bonjour, Yann François Sylvestre, URPS Kiné. Je rejoins mes collègues. Je pense qu'en 1 heure et demie, c'est tout à fait envisageable d'avoir une telle réunion et on aura une contrainte de nous manger une matinée pratiquement qui nous, on va dire, crée des variations sur nos agendas qui sont pénalisables aussi pour les patients. Voilà, donc je rejoins, je pense qu'en 1 heure et demie, vous aurez plus d'assiduité et plus de personnes qui se mettront à l'écoute. Merci. Eh bien, on va essayer on va organiser ça en fonction d'un échange qu'on va conduire avec l'Eureka pour vous proposer ce deuxième temps, proposer à vos collègues ce deuxième temps. Je ne sais pas si la DRSM, l'Eureka, vous souhaitez, ou mes collègues de l'ARS, vous souhaitez ajouter quelque chose? Pour l'assurance maladie, pour le côté médical, l'assurance maladie, non, c'était très complet. Et je rejoins effectivement les professionnels qui ont parlé. Je pense qu'un temps d'1 heure, 1 heure et demie pourrait tenir tout à fait et plus convenir aux participants qui par ailleurs, ont quand même beaucoup d'activités en libéral. Okay. Côté RECA, en tout cas, on peut que se réjouir de ces échanges qui confortent les éléments de perception qu'on avait, les éclairent. Le deuxième webinaire va encore compléter ça. La perspective de questionnaire va également apporter de la matière. Voilà, c'est en tout cas un beau challenge, un beau projet dont on se réjouit. En tout cas. Eh bien, ce seront les mots de la fin et je m'associe à ce que vous évoquez. Un beau projet qu'on va inscrire dans la durée et on reviendra donc très vite vers vous pour la mise à disposition des outils qu'on a évoqués, pour le questionnaire. Merci d'avoir participé, d'avoir pris ce temps, d'avoir partagé avec nous. N'hésitez pas, on va laisser dans le questionnaire une partie libre, voilà, pour le compléter. Et puis, voilà, je ne reviendrai pas sur les messages essentiels de ce webinaire. Ils ont été largement partagés, mais en tous les cas, un beau projet à venir ensemble. Merci beaucoup et à très vite pour de prochains échanges.